Boa noite. Meu nome é Fred Lito. Eu sou coordenador científico da Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. Também professor de comunicações da mesma universidade. A Escola do Futuro não é uma escola, é um laboratório transdisciplinar de pesquisa, unindo aproximadamente 40 pesquisadores de diferentes partes da universidade, Instituto de Física, a Escola de Comunicações, a Faculdade de Educação, Faculdade de Filosofia, etc, etc. Existe já há 10 anos e trabalhamos principalmente com as novas tecnologias de comunicação e suas aplicações educacionais. Até agora, a gente tem concentrado esforços principalmente em educação e ensino fundamental e médio. E agora, sabendo como fazer isso, estamos dirigindo as nossas atividades adicionalmente a universidades corporativas, virtuais e não virtuais. Porque nós acreditamos que numa sociedade de conhecimento, com a disponibilidade dessas novas tecnologias de comunicação, e sabendo o que a gente sabe sobre ciências cognitivas, aprendizagem é a mesma coisa para todo mundo. Alunos de ensino fundamental e médio, universitários, educação continuada de adultos, em todos os ramos do saber, em todas as atividades profissionais. Então foi com um prazer muito especial que aproximadamente 3 anos atrás eu recebi a visita das pessoas que estão hoje organizando esse encontro, solicitando um possível contato com a Escola do Futuro. Quer dizer, CETRANS, o Centro de Transdisciplinaridade, a professora Maria de Mello, o Américo, Vitória, estavam procurando um abrigo. Eles já estavam bastante amadurecidos nas suas investigações, mas eles estavam querendo ou abrigo ou âncora. Pode usar a metáfora que você quiser. Estavam procurando um pouquinho de institucionalização. Eles vieram falar comigo, eu ouvi a proposta. Eu já tinha participado de reuniões organizadas pelo Banco Mundial, o CNPq, sobre novas forças na economia, nas ciências sociais, e eu estava muito interessado nessas novas formas de pensar, novas formas de ver o mundo. Então eu escutei criticamente o que eu tinha que fazer, e eu fiquei convencido que isso era um grupo sério. Então eu disse para eles: a Escola do Futuro não é o melhor lugar para vocês dentro da USP. Tem lugares mais importantes, que têm mais poder consolidado, mais recursos financeiros, mais prestígio do que um pequeno laboratório, lidando com educação, essa coisa infelizmente tão marginalizada em nossa sociedade. Disse: não, vai para o Instituto de Estudos Avançados, disse eu. Lá você vai encontrar algumas das melhores cabeças da universidade, recursos, porque eles vivem do orçamento da universidade, e a Escola do Futuro vive de recursos externos, totalmente externos da universidade. Então, você vai estar, desde que eles te aceitam, lá você vai estar muito bem servido lá. Se não der certo, aí volta e a gente começa a falar de novo. A turma foi para lá. Levou 1 ano. Foram feitas várias reuniões, inicialmente muito bom, sim, que interessante, estamos interessados, etc, etc. E aos poucos, apertando, e finalmente veio a resposta negativa para eles. Aí a turma voltou para a Escola do Futuro. Eu disse: agora podemos conversar. O resultado do trabalho desses 3 mosqueteiros acho que está evidente hoje. O grupo criou seu próprio espaço na Escola do Futuro, onde tem outras linhas de investigação, o uso da internet para
criar condições de aprendizagem mais profunda para alunos do ensino fundamental e médio, humanidades, holografia, temos um monte de grupos interessantes, capacitação de professores, etc. Mas o grupo pequeno, apenas 3 pessoas, criou com suas ideias consolidadas sobre transdisciplinaridade e o papel da transdisciplinaridade dentro de educação de jovens e de adultos, que eles conseguiram convencer todos os nossos pesquisadores de que o ponto de lance da Escola do Futuro como um todo, sua abordagem numa nova pedagogia tinha que ser transdisciplinaridade. Não poderia ser tecnologia. Isso foi o erro que a gente fez 10 anos atrás, quando a gente começou a Escola do Futuro, achando que tecnologia seria a solução de todos os problemas. Claro que não pode. Tem que ser uma nova proposta, uma coisa humanística. Tem que ser pedagógica. E a tecnologia vem depois para te ajudar a alcançar as suas metas. Então, a situação atual é que o grupo de transdisciplinaridade em nosso laboratório é um dos líderes intelectuais da nossa proposta pedagógica. E nós pretendemos, já temos planos com parceiros, universidades em Brasília, universidades em Uberlândia. Daqui a pouquinho eu saio para um jantar com líderes de uma universidade no litoral do país. Todos eles aceitando a ideia de que o novo currículo tem que ser orientado pela ideia de transdisciplinaridade. Eu não vou me delongar mais, porque muitos de vocês vão estar em Guarujá, onde temos o segundo encontro. Tão bem sucedido foi o primeiro encontro, que esse segundo encontro tem o apoio do Ministério da Educação do Brasil, apoio do UNESCO ajudando muito na divulgação das ideias do primeiro encontro e outras ideias também sobre transdisciplinaridade. Temos muito orgulho. Eu acho que eu posso falar tranquilamente em nome do nosso reitor, Jacques Markovitch, e nosso pró-reitor de pesquisa, a quem a Escola do Futuro está subordinado, professor Hernan Khaimovich Goralnik, que temos bastante orgulho do nosso grupo de transdisciplinaridade, que consegue congregar pessoas de ramos diferentes, domínios diferentes do saber, do conhecimento. Não vou continuar mais, porque tem o professor Michel Randon para falar com vocês e outras coisas mais importantes. Mas eu vou simplesmente pedir que cada um dos 7 estrangeiros convidados para participar do encontro, desse segundo encontro, se levantam, se identificam por nome, de onde cada um vem, de onde vem, e finalmente o assunto sobre o qual falará durante o encontro. Por favor. Bessarab, por favor. Can you stand up? Your name, your institution, and what you will talk about in the seminar, in the encounter. Bassaram Nicolescu from University of Paris 6. I speak in English or in French? University of Paris 6 in Paris, in France. And I will speak about, if I remember, about transculture and, methodological foundation of transcultural and transreligious studies. Buenas tardes, Agustí Nicolau de Barcelona y del Instituto Intercultural de Cataluña, y dentro del tema general de transcultura hablaré sobre las diferencias entre cultura y disciplinas y las dificultades que conlleva para esta realidad para hablar de transcultura. My name is Martin Rosenberg, and I'm from Kettering University in Flint, USA.
I'm in the Department of Liberal Studies, Assistant Professor of Communication, and I'm going to give two talks, apparently, one on modeling transdisciplinary inquiry at the level of metaphor and epistemology through hypermedia, and then a second talk on method, which will try to talk about one particular historical moment when the mathematician Henri Poincaré, the philosopher Henri Bergson, and the artist Marcel Duchamp stumble upon the concept of emergence. Steve Wasserstrom. I teach at Reed College in Portland, Oregon. I'm a historian of religions, and I will be speaking on the future of the history of religions. And Patrick Paul de l'Université de Tours et mon intervention sera sur l'imaginaire comme objet de la connaissance. C'est ça. That's it. Passo a palavra agora, com muito prazer, à nossa colega Vitória Mendonça de Barros, para continuar com as atividades da noite. Obrigado pela atenção. Bom, eu tô com uma colinha aqui porque eu não posso esquecer nada, né? Então, a cabeça hoje está meia cansada, mas vamos ver se eu consigo falar tudo. Bom, hoje nós estamos lançando aqui 2 livros. Um deles é o resultado do nosso trabalho do primeiro encontro catalisador. O nome dele é Educação e Transdisciplinaridade e foi lançado e feito foi a Unesco que fez o livro. O segundo livro é o livro do Michel Randon, que depois vai falar para vocês e vou apresentá-lo depois. E esse livro, eles são entrevistas e artigos que o Michel coletou durante o primeiro Encontro Internacional de Transdisciplinaridade, que foi organizado pelo CIRET, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Transdisciplinares, com sede na França, cujo presidente está aqui, é o Bassarab Nicolescu. E essas entrevistas ele fez durante esse encontro internacional, no qual ele entrevista desde poetas, um pintor, um físico, várias outras pessoas, né, de diversos campos. E esse livro foi editado pela Trion, que é o que eu represento aqui, que é o Centro de Estudos e Editora e Livraria que nós temos lá na Rua Araçari. E essa edição foi feita, patrocinada pela Trion. Então, acho que eu posso passar a palavra para o Michel Randon agora. Michel vai falar, ele disse que vai falar o território do olhar, mas eu não sei, vocês vão ver o que ele vai conseguir falar e ele sempre dá umas invenções, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Michel é artista, trabalhou na Itália durante muito tempo, com vários diretores de cinema, ele trabalhou com vídeo, fotografia, essas fotos que estão aqui são todas dele. Então, depois, quem não olhou, depois, se vocês quiserem dar uma olhada depois da conferência, que são maravilhosas, tá? Então, Michel. Gracias. Está maravillosa Vitória, porque sem Vitória esta exposição não estaria aqui. Gracias. Luego, moi je voudrais demander quand même, est-ce que Patrick, toi, le spécialiste des rêves, parce que juste un mot pour l'exposition, parce que quand même c'est l'objet du jour aussi, puisque nous allons parler du territoire du regard, mais quand même nous sommes ici dans l'imaginaire des rêves, dans le cadre d'imaginaire, on a quand même beaucoup œuvré pour cette photo-là. Est-ce que Patrick, toi qui es le spécialiste des rêves, tu veux dire un petit mot?
parce que c'est quand même ça le thème aussi, l'imaginaire des rêves, au moins pour l'image. Et après, nous allons aborder le thème de la connaissance. Je remercie d'abord Michel d'avoir bien voulu me donner la parole de façon un petit peu imprévue. Je suis supposé être le spécialiste de l'imagination et des rêves. Je vais donc essayer de dire quelques mots. Ce qui m'a d'abord frappé, par comparaison avec ce que j'ai pu observer de l'œuvre de Michel, c'est peut-être d'abord de parler de l'image telle que nous la voyons tous les jours, pour peut-être situer la qualité de son travail. L'image habituellement dans notre société, aujourd'hui, est une image pervertie. C'est une image qui dégrade l'être humain, qui pervertit la communication, qui a pour objet d'emprisonner, de faire émerger des conditionnements, des représentations, afin très fréquemment de commerce, de dégradation de la personne humaine. C'est bien évidemment, comme au demeurant la parole, ce qu'il faudrait peut-être modifier dans nos attitudes et nos comportements. Quand on voit inversement l'œuvre de Michel, c'est pour moi l'expression même de l'art. L'étymologie de l'art, ce qui est évidemment simpliste, c'est ce qui articule, c'est-à-dire ce qui crée le pont entre notre nature existentielle et quelque chose de secret, de caché, de mystérieux, que nous ignorons et que pourtant nous connaissons parfaitement. Le travail de Michel, pour moi, réfère à cette dimension que je rencontre couramment dans le rêve, dans le monde onirique, puisqu'il a la particularité de fixer dans des images ce qui, précisément, est infixable et insaisissable dans le rêve. On rêve, le rêve immédiatement s'efface, il est très difficile de l'écrire, de s'en rappeler, de l'écrire, et tout psychanalyste le dit, le rêve et l'écriture du rêve ne sont pas la même chose. Or, dans la photographie, il y a cette rencontre au jeu d'ombre et de lumière, il y a cette superposition d'images, de représentations avec des niveaux de profondeur successives. Et si vous vous laissez pénétrer par ces images, par ces photographies, il y a comme un pont entre le visible et l'invisible. Et je crois que c'est la fonction essentielle de l'art que d'articuler, de permettre la communication dans l'œuvre créatrice entre ces deux dimensions de l'être humain. Bien, écoutez, je crois qu'on a commencé, je vais peut-être enlever ça parce que ça me... Voilà, là. On est mieux, le champ est plus ouvert. Oui, nous avons tous la même question dans ce monde. Quel est le fil d'Ariane? Quel est le fil pour, en quelque sorte, à la fois être dans le labyrinthe, sortir du labyrinthe et être dans une situation étrange, parce que je crois que le monde virtuel, le monde, la mondialisation où nous sommes, la pensée unique, l'accélération du temps, tout ceci pose problème d'être, de vie, de sens. Et la connaissance elle-même devient une sorte d'inconnu, puisque c'est vrai que nous parlons beaucoup de physique quantique aujourd'hui, mais on l'utilise, on utilise très bien la mécanique quantique, mais en fait la science se présente plus comme un imaginaire que comme une réalité, plus comme une question, plus comme une maïeutique. Et je crois que dans ce grand patchwork que nous avons en nous, il faut quand même vivre tous les jours et donc trouver notre territoire du réel, notre territoire du sens, notre territoire du regard. Et comment procéder? Est-ce qu'on va essayer de trouver le fil d'Ariane en disant voilà, nous avons
la connaissance et nous pouvons vous dire ce que sont les choses parce que nous sommes des savants, des physiciens, des psychologues, etc. Et nous savons aujourd'hui, et nous saurons demain, et nous saurons dans 100 000 ans, que l'univers ouvre toujours une question, derrière une question, derrière une question, et que nous serons toujours, aussi fins que soit la science, aussi fin que soit le regard, nous serons toujours dans la maïeutique de la question, c'est-à-dire ce que déjà Lou Pascaux nommait transfini, et en fait, David Bohm disait, nous sommes toujours placés entre deux infinis, n'est-ce pas? Nous allons au fond de l'infinitude à l'infinitude, de l'éternité à l'éternité. Et comme on ne va nulle part dans l'éternité, évidemment, on est quelque part ici dans une trajectoire, et nous voilà ce soir entre nous, dans cette salle, qui est un peu un paradoxe, puisque nous avons des gens qui viennent de partout, nous avons un peu de tous les pays du monde, nous avons des gens évidemment d'ici, beaucoup d'amis, et ce qui nous unit, c'est d'être ensemble. En fin de compte, c'est ça qui est important. C'est d'être ensemble et de savoir peut-être que vous n'allez rien apprendre du tout ce soir, que vous ne sachiez déjà, mais que c'était le plaisir d'être ensemble qui comptait surtout. Quoique, ce qu'on apprend, on l'apprend toujours, comme vous savez, au détour du chemin, c'est-à-dire on l'apprend quand tout à coup notre esprit ne fait plus de bruit et que nous n'avons plus de désir d'apprendre. Alors, peut-être, pour commencer cette réflexion sur le territoire de regard, c'est vrai que D'Espagna, notre ami D'Espagna, qui est un grand physicien français, dit que personne ne peut savoir en vérité ce que sont les constituants de notre univers lorsqu'ils ne subissent pas notre regard. En quelque sorte, l'univers existe indépendamment de nous, et c'est parce que nous interrogeons l'univers qu'en quelque sorte nous faisons précipiter cet univers. Et la question était de dire comment est-ce que nous allons réfléchir sur cet univers qui a, vous savez, dans l'histoire, elle est ce qu'elle est, mais elle a été controversée sur le plan philosophique, sur le plan scientifique, etc., jusqu'au jour où on se dit, mais arrêtons de faire des batailles inutiles. En fait, la rationalité existe, la sensibilité existe, le monde, disons, vibratoire ou quantique existe, et puis probablement il y a un monde de globalité, comme nous venons de le dire, une réalité beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, beaucoup plus totalisante encore, qui est derrière. Et donc, c'est un peu comme ça que sont nés les concepts de niveau de réalité. Nous avons, c'est vrai, je veux dire, nous vivons tous les jours dans des niveaux de réalité successifs et en même temps. Et je crois qu'il ne faut rien séparer. C'est une échelle, c'est une manière, c'est une méthodologie. Les niveaux de réalité sont une méthodologie. La transdisciplinarité est une méthodologie. C'est un art d'interroger le réel, la réalité et nous-mêmes. Et c'est vrai que par contre, la transdisciplinarité s'inquiète fortement, et s'adresse essentiellement à des valeurs humanistes, à des valeurs qui remettent en chantier le sens profond, le sens originel. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'elle est née à Venise en 1986, quand Basarab Nicolescu a véritablement émis disons l'idée qu'il fallait que le dialogue entre science et tradition puisse se réaliser. Et je crois que nous avons un peu travaillé à ce thème. Moi-même, j'avais proposé le thème « La science aux confins de la connaissance », mais c'était un thème très général. Et ça a été tout le génie de Basarab d'oser proposer à l'époque, et c'était pas simple, d'oser de dire aux scientifiques qui étaient un petit peu réticents, mais vous savez, les traditions, ça existe, le sens, ça existe, nous avons beaucoup à apprendre, et nous ne pouvons pas regarder l'autre comme si c'était un indigène sous-développé. Par conséquent, regardons la richesse du sens des traditions. Et c'est ainsi que, sur cette idée science et tradition, c'est-à-dire sur cette unité holistique, est née
aussi cette réflexion transdisciplinaire. Alors, j'en viendrai maintenant un petit peu à nos méthodes, parce que le territoire du regard, c'est au fond comment nous connaissons, comment nous abordons la connaissance. Et je crois que déjà Arthur Eddington disait en 1930 que le réel ressemble beaucoup plus à une grande pensée qu'à une grande machine. Et puis, il ajoutait que si nous prenions l'univers dans sa substance, dans sa fine expression, il apparaît beaucoup plus comme une pensée, oui, mais comme une conscience, comme une conscience. Et ce pas été franchi d'ailleurs par maints physiciens modernes, dont Geoffrey Chew, qui est un CHEW, Chew, qui est un grand physicien américain, qui est l'auteur de la physique du bootstrap, d'une théorie qui s'appelle le bootstrap. Et Chew dit tout simplement que l'autoconsistance de l'univers, n'est-ce pas, ou plutôt que la conscience est nécessaire à l'autoconsistance de l'univers. Donc il associe ces deux mots, conscience, autoconsistance. Et c'est important de réfléchir une seconde à ce que ça veut dire, parce que si nous ressentons qu'il n'y a pas de matérialité réelle dans l'univers, que la pure énergie de l'univers dont nous sommes faits, n'est-ce pas? Eh bien, quel est le sens de cette pure énergie? C'est-à-dire qu'elle est pure conscience, pure pensée, pure vibration. Et je crois que cette conscience, on en parlera tout à l'heure, mais je veux dire, cette approche a été celle de l'Orient depuis très longtemps, comme vous savez, et l'intérêt, c'est qu'elle a été redécouverte par la science, par la physique quantique aujourd'hui. Mais évidemment, bon, nous ne dirons pas quelle est la nature de cette conscience créatrice. Est-ce que nous sommes un peu semblables à la goutte d'eau qui voudrait avoir conscience de l'océan, n'est-ce pas? Alors, quand même, nous participons, tout en étant une goutte d'eau, de la nature de l'océan. Mais nous n'avons peut-être pas conscience de son immensité. C'est vrai qu'un astrophysicien, qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il regarde la réalité, ou est-ce qu'il regarde disons des holos, des images réfléchies d'étoiles, de planètes, de galaxies, qui sont des mirages? Ou est-ce qu'il regarde quelque chose de vrai? C'est très très difficile d'être astrophysicien et de savoir qu'on regarde quelque chose d'absolument réel. Parce que le réel est un réel voilé, comme le disent constamment et les sages comme Rumi et les physiciens comme d'Espagna. Ce réel voilé, il est voilé réellement. C'est-à-dire il nous renvoie dans l'observation des illusions. Et il est voilé aussi parce que quand nous regardons ce réel, comme vous savez, le principe d'Heisenberg nous dit que, et bien sûr, nous ne pouvons pas voir quoi que ce soit sans modifier, sans que l'observateur modifie l'observation. Et par conséquent, en quelque sorte, ce réel nous cligne de l'œil, Dieu est plein d'humour, et nous dit, mais regarde ton propre miroir. Tu me regardes et je te renvoie ton propre miroir. Donc c'est vrai que toute la question, c'est pouvons-nous sortir du miroir? Est-ce qu'il y a un réel objectif? Et est-ce qu'on peut avoir même conscience de ce réel? Vous savez, c'est une pensée qui prend plusieurs formes, plusieurs niveaux de réalité, c'est le cas de le dire. Je crois que quand Planck, en 1900, découvre la physique quantique, ça n'est pas simple pour lui. On pourrait dire que le choc de Planck, n'est-ce pas, la révolution de Planck, de voir que la réalité a deux visages, n'est-ce pas, que le corpuscule est aussi particule et onde, et en même temps, je veux dire, ça n'est pas une petite affaire pour un physicien classique. Et Planck fait tout pour réduire véritablement, au fond, cette découverte, ce quantum, comme il le dira plus tard, c'est infinitésimal, à de la physique classique. Et il n'y arrive pas. Donc c'est dire que nous avons là l'image, dans ce choc de Planck, nous avons l'image de notre propre structure. Au fond, de quoi est composée notre approche de la réalité? Elle est composée de nos cultures, de nos empreintes donc culturelles, et elle est composée de nos croyances, de notre milieu social, etc. Donc d'une partie immense de subjectivité.
et puis nos organes sensoriels, nos modes d'approche, etc., sont ensemble tout un tout qui ne nous permet pas beaucoup d'objectivité, ne nous permet pas beaucoup de prendre du recul, d'être forcément assez conscient de ce qui se passe, parce que nous sommes toujours imprégnés par nos croyances, par nos manières d'être, de percevoir, etc. Je vous raconterai là-dessus quelque chose qui m'avait fortement frappé. C'était en 1984 et je participais au premier colloque Orient et Occident à Tsukuba au Japon. Et donc on était quand même 40 dans ce grand colloque, premier du genre, si j'ose dire, qui réunissait dans des 20 personnalités de l'Orient et 20 personnalités de l'Occident. Et les Japonais commencent à parler. Or, ce n'étaient pas des enfants de cœur, ces Japonais, c'était tous des physiciens, des neurobiologistes, tous des savants, etc. Mais imaginez-vous de quoi ils parlent. Ils parlent du ki et de l'harmonie. Attendez, ki, ça veut dire énergie, et harmonie, pour un scientifique, n'est-ce pas, occidental, parler de l'harmonie, c'est vraiment quelque chose de métaphysique, de spirituel, de je sais pas quoi. Alors, nos braves occidentaux, pendant 2 jours, gardent leur sang-froid, mais le 3e jour, il y a l'un d'eux que je ne citerai pas qui arrive le matin à 10h et dit, écoutez, vous êtes bien gentils, vous les orientaux, mais je vous propose d'arrêter le colloque, parce qu'on n'en peut plus. C'est pas possible. Nous, on est des scientifiques. Vous êtes peut-être des scientifiques, mais enfin, qui est harmonique, qu'est-ce que ça veut dire en termes scientifiques? Vous vous rendez compte? Eh bien, rendez-vous compte de ce que ça peut vouloir dire dans un symposium où il y avait 450 personnalités, où il y avait le ronronnement des télévisions, n'est-ce pas, qui ronronnaient, et où tout à coup, n'est-ce pas, en quelque sorte, les Japonais tétanisés, et personne n'osant plus parler, et on entendait les fractions de secondes tomber comme des temps d'éternité. Alors j'ai dit, mais j'étais là, je dis, mais ils sont fous, de quoi ils parlent? Et évidemment, dans cette circonstance glaciale, toujours Don Quichotte, je me lance et je dis, allons-y, mais il faut sauver la face. C'était très difficile, vous savez, c'est très difficile. Alors j'ai trouvé l'astuce, j'ai dit, mais écoutez mes chers amis, vous savez, nos amis japonais parlent du ki qui veut dire énergie, mais ça vient de, comme vous le savez bien sûr, de la Chine, chi, n'est-ce pas, qui est une énergie vibratoire. Et il est évident que, qu'est-ce que c'est que la physique quantique? C'est un aspect vibratoire, tout est vibratoire dans l'univers. Donc l'énergie. Alors, vous ne pouvez pas reprocher à vos amis japonais d'utiliser un terme différent du vôtre pour exprimer la même chose, l'aspect vibratoire de l'univers. Donc, en fait de compte, c'est qu'une question de sémantique. Bref, j'ai parlé comme ça une vingtaine de minutes et puis tout s'est arrangé, le colloque a continué. Mais, vous voyez, on en avait là, en fin de compte, c'était quand même des gens qui avaient la même formation. Mais ils n'utilisaient pas le même langage, ils n'utilisaient pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pour un Japonais, qu'il soit physicien ou pas, ils ont pratiqué des arts martiaux, on parle toujours du ki, on est toujours dans l'aspect vibratoire, il n'y a pas de séparation, donc l'aspect est holistique, et il y a 1000 aspects encore derrière, parce que ceux qui ont, disons, une imprégnation shinto, c'est encore autre chose, parce qu'il y a le bouddhisme, il y a le shinto, comme vous savez, au Japon, donc la notion du vide est un peu différente que la notion du vide classique. Toujours est-il que c'est quelque chose de naturel. Donc leur empreinte est celle-là et ils vont commencer. Alors l'harmonie, pourquoi l'harmonie? Parce que le sens de l'univers, c'est que il y a ordre ou désordre. Mais en fin de compte, pour la pensée traditionnelle, l'ordre domine le désordre, donc en fait l'univers est l'expression d'une harmonie et non pas d'une disharmonie. Et donc quand il y a disharmonie en soi-même ou dans l'univers, eh bien on corrige la disharmonie, on n'en fait pas un drame.
On ne va pas forcément, disons, dépenser des fortunes pour ça. On se purifie. Et donc, toute la thématique du Shinto, ou même de toutes les traditions chamaniques, quelles qu'elles soient, c'est la purification du miroir. C'est très intéressant. Vous voyez, on parlait du miroir tout à l'heure, et eux, ils avaient déjà compris que nous étions des miroirs, donc ils disent, il faut purifier. L'homme, c'est le symbole du miroir. Donc purifions notre miroir, et de ce fait, purifier, ça veut dire enlever les choses mauvaises, n'est-ce pas, les choses négatives, comme on dit d'une manière simple. Et donc, de ce fait, on retrouve l'équilibre, l'harmonie, la santé. Eh bien, je crois que il faut voir avec quels yeux, n'est-ce pas, la proposition est celle-ci. Essayons non pas de dire ceci et cela, puisque vous savez que dans toute sagesse, ce n'est pas le oui qui domine, mais le non-non. C'est-à-dire, si je dis ceci et cela, je suis sûr de me tromper. Mais si je dis ceci n'est pas cela, neti neti, comme disent les hindous, eh bien, bon. Et de même, la pensée zen dit aussi, la voix qui est la voix n'est pas la voix, le non qui est le non n'est pas le non. C'est-à-dire, on pourrait dire le je qui est le je n'est pas le je, le soi qui est le soi n'est pas le soi. Nous sommes dans cet océan de l'être. Et ça, ce mot être a un sens très profond dans la transdisciplinarité, parce que, en fait, c'est l'être de toute sagesse. Ce n'est pas forcément je pense donc je suis, mais parce que je suis, je pense, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est renverser la proposition. S'il n'y a pas d'être, qu'est-ce qui se passe? Et s'il y a un être, est-ce que je peux le connaître? Non. Il est à la fois moi, mon principe d'identité, mais je suis aussi une immensité. Je suis une identité dans l'immensité de l'être. Et ce mot peut revêtir tous les niveaux de réalité. Donc, ça veut dire une unité, corps, esprit, cosmos. Eh bien, c'est tout à fait ce que la tradition, n'est-ce pas, la tradition shinto, les traditions chamaniques, ont préconisé depuis toujours. L'homme n'est pas séparé du tout, n'est pas séparé, la partie n'est pas séparée du tout, mais le tout est semblable aux parties. À ceci près, c'est que le tout est différent des parties. Ah, ce tout différent des parties, eh bien en physique, c'est l'aspect, bien sûr, c'est l'aspect ondulatoire. On peut faire une mesure, mais on ne peut pas mesurer absolument tout. Il y a toujours un aspect, un fragment de la mesure qui est irréductible. Donc ce fragment irréductible, signifie que l'univers est ouvert. Si l'univers était fermé, on aurait un beau cercle, une belle mécanique, et on pourrait jouer au Monopoly, et on pourrait reconstituer le monde. Mais le monde n'est pas une mécanique, il est ouvert, il est quantique, il est variable, et il y a ce fameux saut de la particule, n'est-ce pas, qu'elle soit dans le noyau ou ailleurs, je veux dire, en tout cas dans le noyau, il y a toujours ce saut quantique, qui fait que la particule va... C'est un peu comme l'idée de Pascal, n'est-ce pas? Le point est partout et nulle part, n'est-ce pas? Il est toujours quelque part ailleurs, mais il n'est pas nulle part d'une manière, disons, abstraite. Il est toujours d'une manière ordonnée. La nature ne fait pas, si j'ose dire, dans la physique, il y a toujours ce saut aléatoire, mais on ne change pas de système. Il y a toujours un ordre, si vous voulez, dans l'ouverture, il y a toujours un ordre impliqué. Donc je crois que cette idée de notre devenir, de notre... bon, nous pose d'ailleurs le problème, mais d'où vient le sens? Où commence la réalité? Et c'est vrai que cette réalité, un physicien dira que dès l'instant où la trace d'une particule apparaît dans une chambre à bulles, nous pouvons dire que la particule inscrit par sa trace le premier aspect visible d'une énergie invisible. Donc la trace est bien le premier territoire virtuel où s'inscrit l'apparition du réel, la trace, n'est-ce pas, de la particule. À partir de cette particule, va se développer le territoire de la complexité et les propriétés, bien sûr, de l'énergie associées au mystère de l'espace-temps.
Bien. Cette trace, cette question, n'est-ce pas, je veux dire, cette trace, tout à l'heure, nous avons dit que probablement elle était pure conscience. Mais c'est vrai qu'elle est pure conscience parce que est-ce que si elle n'était pas, si elle était chaotique, est-ce que nous aurions l'univers que nous avons? Est-ce que nous serions là pour en parler? Si nous avions un peu plus d'hydrogène ou d'hélium, eh bien on ne serait pas là, l'Espagne, il y aurait à quelques atomes près, nous ne serions pas là non plus pour en parler. Donc on s'aperçoit que il y a partout et dans toutes les parties une grande précision, y compris dans le rayonnement fossile qui est n'est-ce pas, dans tout l'univers constant et par conséquent nous avons effectivement l'univers a un sens. C'est un peu comme si le créateur disait je veux que l'univers soit. On ne sait pas qui est ce créateur, appelons-le comme vous voulez, le sans nom, etc. Mais cette intelligence créatrice s'organise pour créer les choses avec un sens. Et moi je voudrais juste une seconde qu'on s'arrête sur la nature du sens. Parce que qu'on soit d'Orient ou d'Occident, notre richesse, c'est de comprendre la nature du sens. N'est-ce pas? Les choses ont un sens, oui, elles ne sont pas... elles ne sont pas absurdes. Si elles ne sont pas absurdes, il y a des richesses. Si ces richesses sont là, nous en sommes la manifestation. Et si on en est la manifestation, eh bien, on peut se dire, je suis aussi une manifestation globale, je suis une manifestation unique, je ne suis semblable à nul autre, je suis moi-même. Eh bien, c'est vrai, je suis un principe d'identité, mais tout dans l'univers est un principe d'identité. Tout est unique. Il n'y a pas, il n'y a pas deux grains de sable, il n'y a pas deux cristaux qui soient semblables, il n'y a pas deux atomes, et peut-être même pas deux photons, parce que d'un photon A à un photon B, il y a un spin, c'est-à-dire un changement différent. Donc, même dans quelque chose qui est véritablement totalement immatériel, comme un photon, eh bien, il y a là aussi des particularités. Donc, il y a une intelligence qui dit « je veux que tout soit différent » et par conséquent ce principe d'identité c'est quand même un grand c'est quand même disons un grand signe qui nous est fait. On n'existe pas pour il y a un sens, n'est-ce pas? On n'existe pas pour rien, nous existons parce que nous avons il y a un sens aux choses. Et c'est vrai que la nature nous enseigne, si on sait la regarder. Alors vous connaissez tous la pomme de Newton, mais je vais vous raconter une histoire que j'ai moi-même vécue et qui nous montre que dans l'approche du regard, n'est-ce pas, se découvre la connaissance. Un jour, j'avais publié un livre sur Rumi, Jalaluddin Rumi, qui est ce grand sage, si vous voulez, de l'islam qui a vécu au XIIIe siècle, qui est à la fois un immense sage et un immense connaissant, et un personnage qui est toujours vénéré aussi bien par les chrétiens que par les musulmans ou par les juifs. Et donc Rumi, je vais voir plus exactement Abdou Salam, qui venait d'avoir le prix Nobel de physique, dans son laboratoire à Trieste. Et Salam, je vois sur la table de Salam un petit derviche tourneur. Ah, je dis, tiens, vous vous intéressez au derviche? Ah, il me dit, oui, vous savez, moi, j'ai un maître, c'est Rumi. Ah, je dis, mais c'est pas intéressant ça, parce que, vous savez, je viens de publier un livre sur Rumi, etc. Ah, vous connaissez Rumi, etc. Bon. Et puis on discute le coup comme ça, il me dit, vous savez, je vais vous faire une confidence. Je vais vous dire, je dois mon prix Nobel à Rumi. Je dis, ah bon? Comment ça? Il me dit, mais oui. Vous savez, Rumi, moi je suis pakistanais, donc j'ai sucé le miel de Rumi depuis l'enfance, et j'ai toujours considéré que Rumi était un immense homme de connaissances. Eh bien, je me posais le problème de l'unité des énergies. Or, Rumi dit toujours, et sous différentes formes, que tous les atomes dansent comme un seul soleil.
cette phrase m'a quand même hanté. Je me dis, mais si un seul soleil voulait dire qu'il y avait une seule unité des énergies fondamentales. Eh bien, c'est-à-dire si au moment du Big Bang, à une seconde puissance moins 43 secondes, n'est-ce pas, c'est-à-dire un temps immensément infinitésimal, il y avait là un moment où les énergies gravitationnelles, électromagnétiques pour le cosmos, les forces faibles ou fortes pour les atomes, et peut-être d'autres que nous ignorons toujours, en tout cas ces 4 énergies fondamentales étaient une seule et même énergie qui va se différencier, n'est-ce pas, etc. Alors, il a eu le prix Nobel non pas pour avoir démontré absolument que les 4 énergies, mais au moins que 2, effectivement. Et donc je crois que Abdou Salam avait déjà, disons, pris au sérieux Rumi, ressenti que Rumi était porteur d'une autre connaissance, et il a eu quand même, grâce à cette intelligence du regard, il a eu un prix Nobel. C'est pas si mal, ça sert à quelque chose d'avoir du regard, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est un petit exemple pour dire que nous passons tous les jours, tous les instants, à côté de nous-mêmes, à côté des autres, à côté de la connaissance, parce que notre regard est trop dirigiste. Et je fais cette petite parenthèse, on ne va jamais plus loin que le clou de son incompétence. Qu'est-ce que le clou de son incompétence? C'est les idées auxquelles nous croyons. Voilà. Plus, n'est-ce pas, il faut croire à certaines idées, c'est évident, mais relativement, en instaurant une relativité dans toute chose. Dès le moment où nous instaurons ce flux, n'est-ce pas, de la question, de la maïotique, de la question, dès le moment où nous sommes nous-mêmes un agora, c'est-à-dire nous-mêmes un lieu de la question, alors tout va bien. Tout devient relatif et nous pouvons dédramatiser la connaissance. N'est-ce pas ? Nous pouvons dédramatiser parce que la connaissance, nous pouvons prendre une distance avec les choses, n'est-ce pas, une distance. Et je crois que cette notion de distance, c'est aussi un territoire que nous pourrions appeler le territoire du dedans, le regard du dedans. Alors, je ne sais pas quelle heure il est parce que je pourrais vous faire une conférence à l'infini, mais c'était juste, évidemment, quelques images comme ça, n'est-ce pas, d'une réflexion, donc je ne veux pas m'appesantir du tout. Simplement, très brièvement, je crois que, disons, nous avons un lieu d'où toutes les choses partent et peut-être retournent. Ce lieu, nous l'appelons le vide. Eh bien, c'est vrai que pour un physicien moderne, le vide, il est plein d'énergie, de corpuscules connus ou inconnus, mais il est extrêmement vibratoire. Or, nous sommes nous-mêmes un territoire du vide. Et le vide est partout. En fait, nous ne vivons que dans l'étendue du vide. Pour le Tao, n'est-ce pas, le vide était déjà une sorte de pure conscience. Lao Tzu disait très justement, d'ailleurs, il disait pour parler de la création, il disait il y avait quelque chose de vague avant l'avènement du ciel et de la terre. Il y avait quelque chose de vague. Quoi? Quel calme, quel vide. C'est là, solitaire, immuable. Cela agit partout, infatigablement. On peut considérer que c'est la mère de tout ce qui existe sous le ciel. Je ne sais pas son nom, mais je l'appelle Tao. Ça, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Enfin, quel calme, n'est-ce pas, avant que le vide apparaisse. Mais quel vide? Le vide du vide. Mais quand le vide commence à devenir plein, n'est-ce pas? Bon. Donc cette idée du Tao, c'est que quelque chose se crée, quelque chose apparaît, quelque chose remue. Et le Shinto, n'est-ce pas, toutes les traditions aussi, comme pour la pensée bouddhique, enfin, le vide est pure vibration, mais c'est peut-être la vibration comme un rêve, n'est-ce pas? C'est peut-être la vibration d'un rêve.
il y avait un très grand maître zen, Takuan, qui a vécu au XVIIe siècle et qui disait combien de oui et de non. Oui est aussi un rêve, non est aussi un rêve. Donc qu'on prenne la question par le oui ou par le non, nous ne sortons pas du rêve. C'est intéressant. Les soufis avaient une autre approche, n'est-ce pas? Ils disaient que bon, c'est vrai, dans ce vide, il y a une petite corporité, n'est-ce pas? Ils étaient assez proches, mais essentiellement, ce n'est pas ce qui préoccupe le plus les soufis. Ce qui les préoccupe le plus, c'est la nature de la conscience. Et on pourrait dire en fait que le soufisme, c'est une technologie, c'est une technique des états de conscience, parce que c'est vrai que là aussi c'est un problème du regard, n'est-ce pas? Quand nous changeons de niveau de réalité, quand nous changeons de nature de conscience, eh bien ce qui nous paraissait disons obscur nous devient lumineux, ce qui ensuite nous change un peu plus, ce qui nous paraissait lumineux redevient obscur, et ainsi de suite, parce que nous regardons autrement les choses. Eh bien c'est toujours l'image, n'est-ce pas? Quand nous avons le nez collé sur le sentier, nous voyons les pierres, les cailloux, etc. Mais plus nous nous élevons dans le paysage, plus les images se fondent, et donc plus nous voyons le paysage d'une autre manière, avec des lignes, des harmoniques, etc. Eh bien, la nature de la connaissance, la nature de notre regard est relative du point de vue d'où l'on se place. C'est un enfantillage de le dire, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps. C'est utile pour la connaissance. Donc je crois que cette séparation, disons, de la partie et du tout que nous avons vécu en Occident, cette séparation de l'essence de la substance, de l'âme du corps, de l'esprit de la matière, eh bien maintenant nous sommes en train d'en sortir. Nous sommes en train d'en sortir parce que précisément nous avons des regards qui convergent, c'est vrai, vers cette unité du tout, mais ce tout qui étant différent des parties que nous ne pourrons jamais connaître. C'est tout aléatoire, c'est tout ouvert, ce monde ouvert, où nous pouvons inscrire, ça veut dire clairement, notre imaginaire, notre créativité. Et donc, c'est vrai qu'il est plus facile de dire que l'univers est comme un grand imaginaire auquel nous pouvons nous associer. Les mathématiques sont des mathématiques, n'est-ce pas, imaginaires. Nous pouvons, dans les mathématiques, imaginer des dimensions, un monde à plusieurs dimensions, à 6, à 8 ou à 26 dimensions même, n'est-ce pas? Bon, c'est probablement un imaginaire, mais c'est un imaginaire mathématique, n'est-ce pas? Cela dit, on peut aussi se poser inversement la question. Et si c'était la pensée, c'était notre pensée qui créait la réalité? Et si c'était notre pensée, quand nous pensons, est-ce que nous ne créons pas notre propre espace-temps? C'est intéressant. J'en discutais un jour avec Geoffrey Chou, et il a fait cette remarque. On était d'ailleurs chez Bassarab ce jour-là. Et il nous dit, nous étions à table, et il nous dit, vous savez, si on voulait essayer d'expliquer ce qui se passe entre nous trois ou nous quatre en une seconde, eh bien, il faudrait publier des volumes, des dizaines de milliers de volumes. Parce que la particule prend en compte toutes les interactions de ce que nous sommes, de ce qu'elle est, etc. C'est-à-dire des milliards d'interactions en une seconde, n'est-ce pas, au niveau de la particule qui va à la vitesse de la lumière, il se passe un temps très long. Donc, ça m'avait beaucoup frappé, cette remarque. Car nous vivons dans un univers où l'information est toujours là. Mais elle est à l'infini. Elle est à chaque instant, à chaque seconde, et même milliardième de seconde, un océan. Donc nous vivons dans un océan permanent de conscience, d'information, d'imaginaire. Et où est-ce qu'on veut mettre des escaliers là-dedans? Vous imaginez si on voulait dire A, B, C, D? Non. Et c'est le grand changement des temps modernes. C'est vrai que d'un côté, nous pouvons avoir des gens qui vous disent nous allons vivre la pensée unique et on va vous robotiser, et si vous êtes pas sage, on vous jettera comme des sacs, n'est-ce pas, d'ordures. Mais de l'autre côté, il y a cette puissance extraordinaire de chacun d'entre nous qui tout à coup se réveille, prend conscience et dit mais attends,
Mais je suis un cosmos, mais je suis un monde. Mais de quoi il me parle, cet imbécile? Il va quand même pas dire que je suis un paquet d'ordures, je suis un cosmos. Je suis l'univers. Alors, entre un paquet d'ordures et l'univers, c'est quand même quelque chose. Monsieur, respectez-moi, s'il vous plaît. Bon, donc, c'est quand même un autre discours. Donc, voilà. Alors, il y a ça, et puis il y a le fait que dans ces niveaux de réalité, la transdisciplinarité, Sarab notamment, et moi, bien entendu, puisque nous sommes complices en la matière depuis toujours, nous avons toujours insisté sur la féminisation du réel. Et je crois que nous avons, depuis 3000 ans, n'est-ce pas, eu un regard sur le territoire du réel beaucoup trop masculin. Et ce territoire masculin a fait qu'il nous a conduit où? N'est-ce pas? Il était logique, il était classique, et il nous a conduit à la survie planétaire. Alors, c'est un échec. On ne peut pas dire que c'est vrai, nous avons des conditions extra, mais quand même, pour la première fois peut-être dans l'histoire de la planète, on se pose la survie planétaire. Est-ce qu'il y aura un lendemain? Et moi je pense que oui, parce que vous savez, quand on discute un petit peu partout avec les grands bonnets de ce monde, et on leur demande quelle est en quelque sorte leur opinion, ils vous disent toujours, oh vous savez, moi je suis un pessimiste, mais qui s'efforce d'être optimiste. Eh bien, on va s'efforcer d'être optimiste aussi. Et je crois que aujourd'hui, l'autre regard, la grande révolution qui se fait, c'est la révolution féminine. C'est la révolution des femmes. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que dit la nature? Et vous voyez, là, on est dans la conscience de la nature, on n'est pas dans de l'idéologie. La conscience de la nature, elle réfléchit en termes d'énergie. Donc, en termes d'énergie, elle dit, attends, mais voilà une énergie dominante qui est une énergie masculine qui véritablement compromet. Moi, je suis la nature, la gardienne du vivant. Et dans ce vivant, il y a des hommes et des femmes, il y a des énergies. Bon, or, qu'est-ce que symbolise l'énergie féminine? C'est la vie, c'est la fertilité, c'est l'imaginaire, et c'est une ouverture quantique. N'est-ce pas? C'est une ouverture vibratoire. Donc, allez-y, je vais faire en quelque sorte que cette énergie se remanifeste à nouveau sur l'univers. Eh bien, je peux vous dire que nous faisons tous ici des conférences d'un bout à l'autre de la planète. Eh bien, partout, nous voyons cette énergie féminine se manifester. Et donc, je vais peut-être m'en tenir là parce que l'heure avance, et je voudrais conclure sur ce grand regard, si vous voulez, sur ce double regard. D'abord, le regard de nous rappeler du regard quand nous étions enfants. N'oublions pas que nous étions pleins d'imaginaire, pleins de créativité, que nous voulions tout faire et embrasser, inventer le monde. N'oublions pas, nous sommes toujours ces enfants. Nous avons toujours cette âme d'enfant. Et on dit même que le génie est celui qui la garde. N'est-ce pas? Donc soyons des génies et gardons notre âme d'enfant. Et le deuxième aspect que je dirais, eh bien, créons une réalité à l'image d'un féminin ouvert, une réalité ouverte, généreuse, et où nos niveaux de réalité se conjuguent en termes de vie, disons en termes aussi de regard sur l'autre, donc d'amour, et puis aussi en termes d'amour pour nous-mêmes, parce que comment aimer l'autre si on ne s'aime soi-même, n'est-ce pas? Si on n'a pas d'amour pour soi, alors ayons beaucoup d'amour pour nous-mêmes. Merci.